Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est le moment de retrouver Rémi Villemur. Rémi qui voulait revenir sur toutes ces allégations d'inconduite sexuelle sur l'abbé Pierre et qui continue d'être la cible de ces allégations. On va en parler maintenant. Rémi, bonjour. Bonjour Karima. Donc, je commencerai par dire que j'ai aucune raison de croire que les plaignants mentent. J'ai aucune raison de croire ça. C'est-à-dire que je salue toujours le courage des gens qui ont été victimes de gestes criminels, qui ont vécu dans la honte, le courage que ça prend de sortir sur la place publique. Par contre, j'ai aucune raison de croire que c'est vrai non plus. Parce que dans un système de justice qui s'appelle vraiment justice et qui fait honneur à la justice, l'accusé, et là, cette fois-ci, je pense qu'on peut parler d'un accusé parce que les médias parlent d'accusation et non d'allégation, donc on va jouer le jeu jusqu'au bout. Eh bien, l'accusé a la possibilité de pouvoir s'exprimer, de donner sa version des faits. Et c'est ça qui me met mal à l'aise. En général, dans l'affaire MeToo, parce que les gens qui sont dénoncés dans les médias souvent se font dire par des avocats « ne dis rien, ça va jouer contre toi ». Donc, ils sont tenus au silence. Donc, c'est une fausse possibilité pour ces personnes-là de pouvoir s'exprimer. Hein? On dit ils peuvent se défendre. Pas vraiment. Mais là, quand elles sont mortes, les personnes accusées, là, on est vraiment devant, je pense, un cas complètement absurde, complètement déjonté. On est dans un cas où là, on est plus du tout dans la justice. Parce que l'abbé Pierre, c'est qui l'abbé Pierre pour les gens qui ne le savent pas là, au Québec? C'est un homme qui est mort en 2007, premièrement, donc ça fait près de 20 ans qu'il est décédé. C'est l'homme derrière la Fondation l'abbé Pierre, donc qui a aidé des dizaines de milliers de personnes à sortir de la rue, il les a logés, nourris, vêtus. Et là, je pense que ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, il y a eu un film sur l'abbé Pierre. Donc, peut-être qu'il y a des gens, sans doute même, qu'il y a des gens qui ont été victimes d'attouchements, de commentaires déplacés, qui se sont dit « Ah, c'est pas vrai que je vais continuer de vivre dans la honte et c'est pas vrai que ce gars-là, qui, oui, prête son nom à des rues, prête son nom à des bâtiments, prête son nom à des villages, va maintenant se mériter un film. » Mais ça ne fait pas de cette démarche-là une démarche encore plus juste. L'homme ne peut pas se défendre. Et il fut un temps où déterrer un mort nécessitait une pelle, du courage et une stratégie parce qu'il fallait faire ça la nuit. Et là, aujourd'hui, le scandale suffit. J'entends ce que tu dis, mais tu vois, j'ai envie quand même de te poser la question là-dessus, en lien avec, justement, c'est comme ce phénomène MeToo, là, qui a vraiment tout basculé, qui a vraiment fait basculer un peu notre regard sur la chose, qui a créé un tsunami dans nos sociétés, qui a levé le voile aussi sur, des agressions sexuelles qui étaient cachées aussi, sur ce sujet qui était peut-être plus tabou à une certaine époque, il est moins aujourd'hui de parler de ces choses-là. Mais tu penses pas justement que ça prenait une espèce de tsunami pour que des personnes se disent, oui, il est peut-être décédé, il peut peut-être pas parler aujourd'hui puis se défendre. Je te pose la question parce que ça me fait penser à l'affaire Alice Munro. Sa fille qui est sortie parce que, Alice Munro, autrice canadienne, qui a gagné des prix de littérature incroyables et tout ça, et finalement, sa fille qui est sortie des mois après sa mort en disant oui, mais elle a fermé les yeux sur les agressions sexuelles que j'ai subies de mon beau-père. Donc, on a finalement fait tomber un peu les statuts. Et est-ce que tu penses que finalement, ça va être un peu inévitable que oui, il y a peut-être des choses qui vont ressortir, que les personnes ne seront peut-être pas là pour se défendre, mais qu'on risque d'assister à ça malgré tout? Quand tu utilises le mot tsunami, tu vois, moi j'ai pas de problème si le tsunami que tu entends, c'est une vague de prise de parole, une vague de sensibilité nouvelle pour ce genre de situation-là. Mais moi, je vais te parler de l'affaire Julien Lacroix. Quand il y a eu le dossier, le contre-dossier de la presse dans l'affaire Julien Lacroix, il y a des plaignantes qui avaient été d'abord dans le devoir dire qu'elles avaient été agressées, harcelées, embrassées de force, qui étaient revenues sur la parole et qui, lorsqu'elles avaient été interrogées par les journalistes, avaient dit il fallait que quelqu'un écope. Parce qu'on était dans cette logique-là. Que oui, il faut qu'il y ait un tsunami. Dans un tsunami, des fois, tu sais, il y a des innocents qui se font ramasser là-dedans. Et donc, on était dans une logique qui porte peut-être pas ce nom-là, mais qui le mérite quand même. C'est une logique totalitaire, c'est-à-dire qu'on fait pas de quartier. On n'a pas le temps de regarder qui est véritablement coupable, qui est véritablement la personne responsable. Il faut avancer, et le bulldozer avance au risque et péril des gens qui se tiennent à proximité du périmètre du bulldozer. Et moi, c'est le problème que j'ai. Et comme j'ai commencé la chronique en disant « Je n'ai aucune raison de croire que les gens qui se plaignent à l'endroit de l'abbé Pierre mentent »,
Mais le problème, Pierre-Rima, c'est que il y a sans doute des cas où c'est pas vrai, OK? Pas avec l'abbé Pierre, mais dans toutes les vagues de dénonciation qu'il y a eu depuis 2007, il y a des gens qui ont été la cible d'allégations et c'était pas vrai. On pense par exemple à Yann Perrault. On a pensé que c'était un agresseur sexuel alors que ce qui lui était reproché, c'est d'avoir envoyé une photo de son organe génital sans le consentement de la fille qui l'avait reçu. C'est pas un comportement que j'encourage, mais est-ce que ça mérite de voir sa carrière être suspendue indéfiniment? Je ne pense pas. Alors, il y a des gens qui ont écopé parce qu'on était dans une logique de destruction, dans une logique totalitaire, et moi, je ne peux pas défendre ça. Jamais de la vie. Mais là, tu ne penses pas que tu mélanges, là, c'est-à-dire de toutes les allégations, de toutes les histoires. Tu as raison de dire que finalement, on a ramassé, c'est comme un peu avec un râteau, on a ramassé tellement de choses en même temps. Dans ce cas-ci, c'était le tsunami. Il y avait des histoires extrêmement graves, là. Puis bon, je minimise pas le fait que certaines personnes peuvent être choquées par des comportements ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des différences entre, par exemple, des propos choquants, des photos choquantes versus des agressions et puis bon, ce qu'on a pu constater, là. Et ça a été dans cette période-là, on a mis un peu toutes les choses en même temps. Mais quand même, je me dis, dans ce cas-ci, puis tu pointes sur deux affaires. Tu as le travail des médias, l'espèce de travail d'enquête, où en fait, on a eu l'impression qu'à un moment donné, il fallait sortir des choses absolument, là, peu importe. Puis on était dans cette période MeToo, donc tout avait finalement, c'était comme si tout avait été sur le même pied d'égalité. Dès que ça sortait, on avait l'impression effectivement d'être devant toutes sortes d'histoires de violeurs ou quoi que ce soit, alors que c'était pas nécessairement ça. Donc, je fais le distinguo entre le travail médiatique, mais tu peux pas empêcher les gens de parler. À un moment donné, il y a des victimes qui sortent des années après, qui en parlent, qui décident de sortir ça sur les réseaux sociaux, dans la presse ou quoi que ce soit. Tu peux pas empêcher non plus la parole des victimes de sortir. Non, mais on a parlé de l'affaire Abbé Pierre, de l'affaire Julien Lacroix. On a même parlé de l'affaire Alice Munro. Dans ces trois cas-là, on a eu une collaboration entre la parole des victimes et les médias. Donc, les médias ont été impliqués là-dedans. C'est pour ça que je fais pas la distinction que tu suggères qu'on fasse. Les médias sont collaborateurs dans cette histoire-là et les médias sont pourtant garants d'une certaine forme de vérité, d'une certaine forme de justice et de justesse. Donc là, si on est dans une logique... Ils sont acteurs là-dedans aussi. Ben, bien sûr que oui. Ils sont pas observateurs passifs et pas du tout impliqués sur le plan éditorial. Un média qui présente des allégations comme des accusations prend position. Un média qui est confortable à produire un dossier, dans l'idée de produire un dossier de 12 pages sur un homme qui est mort et qui n'a pas eu la parole et qui n'a pas eu la possibilité de s'exprimer, c'est un organe qui prend une position. Donc, les médias sont responsables dans cette histoire-là et tu as raison de souligner, il y a toute une espèce d'impératif commercial. Donc, c'était populaire, c'était dans l'air du temps. Hein? C'était une bonne chose que d'aller dans ce sens-là. Les gens voulaient lire des histoires pareilles. Mais le défi, c'est de rester juste. C'est de rester tout simplement juste. Et je pense que il faut... Le grand défi, c'est de faire preuve de courage dans cette histoire-là et c'est de défendre le principe. Donc, le principe, c'est un homme ne peut pas être présenté comme coupable ou une femme d'ailleurs, ne peut pas être présenté comme coupable si il ou elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer. Coupable, hein? Je parle du mot coupable. On ne peut pas non plus parler d'accusation quand ça ne se déroule pas devant un tribunal de justice. On sait comment ça fonctionne. Pour qu'il y ait des accusations, vous devez porter plainte dans un poste d'allégation. Donc, dans ton cas, tu parlerais à ce moment-là d'allégation. D'allégation d'inconduite sexuelle. Et ça n'a jamais pu se rendre dans les tribunaux, mais d'accueillir les témoignages, mais de garder ça en suspens, en gros. En fait, on peut pas ménager justement ce fameux principe. En fait, on peut pas jouer sur le principe aussi de justice. C'est ce que tu nous dis. Est-ce qu'à un moment donné, on est-tu dans une société de droit ou on n'est pas dans une société de droit? Oui, on veut entendre des témoignages, mais en même temps, on attaque les principes de justice. C'est ce que tu nous dis, finalement. C'est exactement ça. Dans cette histoire-là, si, mettons, j'avais été aux commandes, j'aurais présenté ces histoires-là comme des récits, comme des versions. J'aurais pas parlé d'accusation, j'aurais parlé d'allégation et j'aurais jamais été catégorique à dire écoutez, il est coupable, regardez, on a visiblement un pattern, on a visiblement un comportement non, la personne ne s'est pas exprimée. Elle s'est pas exprimée, c'est la base de l'habeas corpus, c'est millénaire comme principe. Et cela dit, je pense qu'il reste un gros chantier sur
quand il y a eu, par exemple, ce qu'on appelle le tribunal populaire sur les réseaux, quoi que ce soit, puis qu'il y a beaucoup de comportements qui ne se rendent pas qui ne se rendent pas devant la justice, mais qui existent dans l'espace public, ben finalement, la sentence, elle termine quand? Je pense qu'il y a un débat à savoir là-dessus parce que, effectivement, bon, tu parlais de différents acteurs médiatiques qu'on a vus se retrouver dans des situations où ça s'est pas rendu dans les tribunaux, mais il y a eu une espèce de sanction sociale de cancellation, là, d'annulation dans l'espace public. Alors ça dure combien de temps? Sur la, tu sais, on est beaucoup aussi, je trouve qu'on est dans une société paradoxale où on nous parle de réhabilitation, puis on critique beaucoup le système des prisons, finalement c'est pas ça, mais je trouve que c'est à géométrie variable. Quand vient le temps de parler de cette réhabilitation par rapport à ça, même si c'est un sujet difficile, est-ce qu'il y en a ou il y en a pas? En ce moment, il y en a pas. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on n'est pas sur le 2 poids, 2 mesures dans cette idée qu'un individu, est-ce qu'il doit être condamné à vie en fonction en plus d'événements qui n'ont même pas passé le test de la justice et du système de justice. Donc ça, je pense que c'est le grand angle mort encore par rapport à toutes ces questions-là. Mais vraiment, c'est un très bon point que tu apportes parce que dans un système de justice, tu as des peines. Donc, tu commets un crime, c'est 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais dans un système de justice parallèle, un tribunal populaire, là, finalement, on se rend compte que les peines, ben, est-ce que c'est un homme qui est responsable ou c'est une femme? On a vu des femmes, par exemple, commettre des gestes un petit peu indélicats, s'en sortir plus vite que si c'était des hommes. Donc, est-ce que c'est ça la façon d'émettre une peine, de produire une peine? Est-ce que c'est parce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est parce que on est au mois de mars ou au mois durant l'été? Honnêtement, ça a l'air con, là. Mais quand l'actualité est au ralenti, peut-être qu'on est plus dur envers quelqu'un qui est la cible d'allégation parce qu'on a juste ça à faire que de varger sur cette personne-là. Donc, on voit qu'il n'y a rien de juste dans un système comme ça qui est lié au hasard, finalement. Et Rémi, en terminant, tu voulais revenir sur la couverture des Jeux olympiques de Paris et peut-être, on veut parfois nous pousser un peu à avoir une espèce de sentiment patriotique, puis toi, tu te dis, attention, là, faut pas trop pousser le bouchon, là. Ben, c'est parce que je remarque que l'unité canadienne, la fierté, le patriotisme canadien, on dirait que ça prend juste deux fois aux Jeux olympiques. Aux Jeux olympiques d'été, aux Jeux olympiques d'hiver. Donc là, à Radio-Canada, on est dans une idée là, de la petite fille de chez nous, de Moose Jaw a gagné la médaille de bronze. Et là, on essaye de nous lever le poil sur les bras. Hier, le poil ne me levait pas. Ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Le petit gars de Red Deer qui a gagné une médaille. Ben, je suis allé chez le médecin hier, puis évidemment, c'est long. Puis là, on m'a dit, tu vas passer jeudi. Puis j'étais au triage, puis je disais, je comprends pas. Il y a eu une compétition de tir à l'arc, puis le petit gars de Red Deer, il a gagné une médaille de bronze, puis ça pogne pas. Puis c'est normal, Karima, parce que l'on soit souverainiste ou fédéraliste, au Québec, on est une majorité à se dire québécois. Hein? Donc, ça pogne pas, ça rentre pas. Le patriotisme fait maison, bricolé, patenté là, de Radio-Canada, ben ça ne marche pas. Et tu sais, je les entendais crier « La victoire de la petite fille de Moose Jaw! » Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Moi, ça me prend des Québécois. Et d'ailleurs, je regardais, il y avait la Palestine, il y a les îles Vierges des États-Unis qui sont dans les compétitions, les îles Vierges britanniques, il y a même Antigua et Barbuda. Donc, il manque le Québec. C'est tout. Peut-être prochain jeu, on ne sait pas, hein, qui sait. Dans quelques années, dans combien de temps, Rémi? Ce sera pour une autre discussion. Je te remercie. Bye-bye.